Charles A, donc la suite, c'est maintenant. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, mon nom est Charles Leclerc. Ma particularité sur ce panel aujourd'hui, c'est que donc je suis le cofondateur. OK, parfait. Je suis donc le cofondateur d'une startup qui s'appelle iAgree AI. Et non seulement je suis le cofondateur, mais j'en suis aussi le premier réutilisateur. Donc je suis parti d'un constat qui est relativement simple. Qui est celui-ci. J'avais l'impression, en tant que consommateur, d'être constamment harcelé, de venir me demander mon consentement et d'accepter des termes et conditions et des politiques de confidentialité. Donc la première question que je me suis posée, juste moi? Tout le monde, ça marchait bien? C'est juste OK. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est juste moi? Et en fait, donc très rapidement, la réponse était que non. Il y a 57% des Américains qui ont au moins, qui rapportent devoir accepter des termes et conditions au moins une fois par semaine, et 25% ont au moins l'impression que c'est tous les jours. Donc j'avais déjà la première réponse à ma question. La deuxième était, est-ce que je suis la seule personne qui ne les lit pas? J'avais une idée de la réponse, mais je voulais quand même aller valider. Donc là-dessus, j'ai vu qu'évidemment, 91% des gens ne lisent jamais les termes et conditions. Et ça m'a aussi permis de trouver une deuxième statistique pendant que je faisais cette recherche, qui était que donc 92% des gens ont des inquiétudes vis-à-vis de leur vie privée. Donc je trouvais ce parallèle assez intéressant. Donc maintenant, on se posait la question de pourquoi les gens ne les lisent pas. Là aussi, j'avais une bonne idée de la réponse, mais j'ai voulu chercher puis aller trouver un peu du chiffre. Donc j'ai trouvé assez rapidement que ça prendrait 244 heures pour lire les termes et conditions des 75 sites les plus populaires. Pour les applications mobiles, c'est un petit peu mieux. On parle de 25 heures pour les 33 applications les plus utilisées. Donc, j'imagine qu'on a quasiment tous ici. Et puis, un autre élément qui est ressorti, c'est que non seulement c'est très long à lire, c'est très pénible à lire. Des tests de lisibilité ont été appliqués. Il y a différentes études qui ont été faites là-dessus pour montrer qu'en gros, il faudrait minimum un diplôme universitaire pour les comprendre. Donc, ça, forcément, c'est long et pénible. On comprend pourquoi les gens n'ont pas envie de le faire. Maintenant, je me suis posé la question suivante, qui était, je sais que d'autres personnes ne les lisent pas, les gens aussi ont cette sensation-là, les gens les lisent, pourquoi les gens ne les lisent pas maintenant, pourquoi est-ce qu'il faudrait les lire? Donc, tout début, les premières trouvailles que je faisais, c'était des exemples absurdes. Donc, on parle de donner son premier enfant. Ici, c'était un test qui avait été fait donc, dans un café pour avoir accès à Internet. Les gens devaient accepter les termes et conditions. 22 000 personnes ont accepté les termes et conditions dans lesquels il était écrit « Je donne le droit à mon premier enfant ». Un autre exemple qui est un peu plus presque réjouissant, il y avait une clause dans une assurance voyage qui disait « La première personne qui demande, on lui donnera un chèque de 10 000 $. » Ça a mis 5 mois avant que quelqu'un le lise et le trouve et le demande et obtienne son chèque de 10 000 $. Donc, c'est des exemples amusants qui finalement viennent montrer que les gens ne les lisent pas, mais qui finalement ne sont pas forcément à danger réel. Donc, je me suis posé la question, quel est vraiment qu'est-ce que je risque en ne les lisant pas en tant que consommateur sur Internet? Et puis, quasiment tombé du ciel, au moment où je me posais cette question-là, est arrivé l'exemple de FaceApp. Donc, ici, c'est un de mes amis qui a utilisé au courant de l'été dernier une application qui s'appelle FaceApp, qui utilise l'intelligence artificielle pour vieillir une photo. Donc ça a été très populaire. Il y a 150 millions de personnes qui l'ont utilisé en quelques semaines. Tout le monde a trouvé ça drôle, tout le monde partageait ça sur Facebook. Moi-même au début j'ai trouvé ça amusant, mais je ne l'ai pas fait. Et puis au bout de 150 millions de personnes et plusieurs semaines, quelqu'un à un moment donné s'est demandé, mais en fait, qu'est-ce qui va arriver avec cette photo? Et donc là, la réponse est tombée assez rapidement. C'est qu'il y a donc une clause que je vais vous éviter de lire puisqu'elle est très longue, mais en gros, on donne une licence absolument totale à l'application avec cette photo. Donc le risque de se retrouver sur une affiche pour du Viagra en centre-ville de Montréal est faible, existe, mais est faible.
Un reste un peu plus présent, c'est peut-être en cas, donc on parle ici d'une startup qui s'appelle FaceApp, en cas de disparition d'une startup, de faillite, quels sont les avoirs de la startup? C'est 150 millions de photos de personnes. Donc, ils peuvent être achetés par qui il veut pour illustrer des sites internet, pour faire absolument ce qu'ils veulent. Deuxième exemple qui est encore peut-être plus probable selon moi, c'est que cette application mobile qui déjà utilise l'intelligence artificielle, d'un seul coup maintenant elle a 150 millions de visages qu'elle peut utiliser pour faire de la reconnaissance faciale et qu'elle peut se permettre d'aller ensuite vendre. C'est une application russe, je n'ai rien contre les Russes, mais qu'elle peut aller vendre au FSB si elle le décide demain. Vous lui avez donné cette licence, ils ont absolument le droit de le faire, d'utiliser un nouvel algorithme de reconnaissance faciale, et je vais le vendre au FSB ou je vais le vendre à l'armée pour faire des drones tueurs. C'est pas ce que 150 millions de personnes avaient en tête quand ils ont utilisé l'application, mais c'est finalement ce qu'ils ont signé. Donc partant de ce principe-là, on a voulu développer une solution qui était donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour lire ces termes et conditions et identifier peut-être à l'intérieur les phrases clés, les points importants à savoir en tant que consommateur. Donc, ces points importants, c'est basé sur un peu notre expertise à nous, puis les discussions qu'on a pu avoir avec des gens comme vous. Mais le plus important, finalement, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui vont nous dire ce qui est important. Mais pour l'instant, les points qu'on regarde, donc l'algorithme est entraîné pour identifier donc des problèmes éventuels de propriété intellectuelle, comme l'exemple que je viens de donner. Également la collecte et le partage d'informations personnelles, donc toutes les phrases qui vont dire qu'on va collecter votre adresse email et on se garde le droit de le partager avec les tierces parties vont être des choses qui vont être identifiées. Une autre chose qui est sortie aussi pendant cette période de regard, à passer beaucoup de temps à les lire, c'est donc les arnaques à l'essai gratuit. On parle ici de crème pour le visage gratuite, payée 4,95 pour les frais de port uniquement. Et donc, énormément de gens, malheureusement, se sont fait avoir. On va revenir là-dessus peut-être un peu plus tard. Et puis, enfin, on a découvert dedans aussi des pénalités financières. Donc, dans un premier cas, des pièges à l'abonnement, on parle vraiment d'arnaques avérées. Ici, ce n'est pas forcément des arnaques, mais c'est des choses qui sont bonnes à savoir. En tant que consommateur, je veux le savoir. Si, par exemple, dans Turo, que je ne sais pas si tout le monde connaît ici, en gros, c'est le Airbnb des autos. Donc, je peux louer ma propre auto, la mettre sur le système, quelqu'un peut la louer. Donc, il y a une pénalité de 5 500 $ si je fais ce qu'ils appellent du marché gris. Donc, j'utilise l'application, je trouve quelqu'un qui veut louer son auto, on fait affaire via l'application la première fois, et puis la fois d'après, on s'entend pour dire, la prochaine fois, je t'appelle directement, on va couper l'intermédiaire et les frais de l'application. Et donc, si jamais vous êtes reconnu pour avoir utilisé cette méthode, donc il y a une pénalité de 5 500 $. Donc, qui n'est pas forcément, en termes juridiques, c'est pas une arnaque, je peux comprendre la démarche, ils veulent éviter que ça arrive, mais la réalité, c'est que le consommateur ne le sait pas. Donc, il peut le faire sans le savoir, et c'est seulement après, quand lui arrive une pénalité de 5 500 $ à payer, qu'il découvre cette information-là. Donc, de le savoir à l'avance, ça va lui éviter de le faire, et donc de se mettre en défaut. Donc, voilà un peu les thèmes qu'on cherche à identifier. Et voilà comment ça se présente concrètement. Malheureusement, de loin, vous allez avoir du mal à le voir, mais c'est une extension Chrome, donc ça reste sur votre navigateur Internet. Ça détecte automatiquement. Donc, on a parlé un peu plus tôt du réflexe qu'on a aujourd'hui, qui est de cocher la case, d'appuyer sur suivant, d'appuyer sur next, sans même forcément y réfléchir. Là, ça détecte automatiquement que vous êtes en train d'accepter les termes et conditions. Et puis, ça se lance et ça affiche donc sur le côté droit les phrases qui ont pu être identifiées. Donc ici, c'est l'exemple de FaceApp que je donnais plus tôt. Ça a identifié 4 phrases, notamment l'âge nécessaire, et enfin la clause parlant des données personnelles et de la licence sur la photo. Et puis vous voyez, en dessous, il y a une option pour le consommateur de donner un retour. Donc sa possibilité pour lui de dire, est-ce que oui, cette phrase est intéressante, je suis content que tu me l'aies montrée, ou non, elle ne l'est pas, si des fois l'intelligence artificielle, l'algorithme s'est trompé, puis a montré une phrase, notamment sur... par exemple, l'exemple donné plutôt par Vincent d'utiliser des armes nucléaires. Bon, ça, le consommateur va se dire, j'avais pas l'intention de le faire, donc c'est pas très important. Donc, c'est cette notion de feedback aussi qui va nous permettre, nous, de réentraîner l'algorithme et de continuer de l'améliorer. Et puis aussi, potentiellement, de donner une voix au consommateur sur certaines clauses. Ça, c'est l'exemple un petit peu plus récent, mais qui est donc, je parlais plutôt de piège à la souscription.
Donc, c'est la fameuse crème en question dont je parlais, 4,95 les frais de port uniquement, et c'est gratuit. Et puis, dans les termes et conditions, il y a une clause qui, après 14 jours, faute d'action de votre part, se transforme automatiquement en abonnement à 103,95 $. J'ai laissé ici, j'ai supprimé, mais il y a également en plus un abonnement à un magazine pour 29,95 $ par mois et un deuxième produit également à 103 $ appliqué dans les termes et conditions. Donc notre modèle d'affaires, on a clairement une vision non négociable d'avoir au moins une version gratuite du produit pour le consommateur, puisqu'on sait qu'en fait les gens les plus victimes, c'est les gens les plus vulnérables, c'est un thème qui a été abordé aujourd'hui. Donc on a cette vision-là d'avoir une version gratuite pour les consommateurs, et d'autant plus que l'utilisateur, comme je le disais, avec l'option de nous donner du retour sur les phrases, il crée de la valeur. Il nous permet de rentraîner l'algorithme. Ce n'est pas des données personnelles sur lui qu'on collecte, c'est simplement son avis sur une clause ou une autre. Et puis ensuite, on travaille donc pour vraiment financer en fait des partenariats avec les institutions financières. Très rapidement, un mot là-dessus. Ce qu'on a observé avec notre version bêta, donc on a une trentaine d'utilisateurs aujourd'hui, c'est que les gens commencent à faire attention. Et donc leur risque en fait sur Internet réduit leur risque de fraude. Il y a notamment des études qu'on a pu voir qui ont été faites par l'Union européenne qui montraient que 66% des Européens, dans les 12 derniers mois, ont fait un achat d'essais gratuits, comme j'en mentionnais plus tôt, et 21% d'entre eux ont eu un problème. Et la fraude moyenne, ou le problème moyen, était de 186 $. Donc ce qui se passe, que fait le consommateur quand il se retrouve dans cette situation-là? Son premier coup de téléphone, c'est à sa banque. Je ne comprends pas, il y a une transaction que je ne comprends pas de 186 $, c'est pas moi, j'ai pas fait, etc., etc. Là, la banque doit mener une enquête, découvrir ce qui s'est vraiment passé, contacter l'autre partie va lui dire, mais oui, monsieur, effectivement, regardez, vous avez accepté les termes et conditions, etc., etc. Très souvent, la banque finit par assumer le coût financier en disant, bon, monsieur, on va vous rembourser parce qu'effectivement, on comprend que c'était, et on veut vous garder comme client, etc. Donc la banque, il y a un coût financier, mais il y a aussi un coût forcément sur la productivité des employés de prendre cet appel, de devoir gérer l'enquête, etc. Donc il y a vraiment un intérêt pour les banques à ce que leurs propres clients fassent plus attention sur Internet. En conclusion, très rapidement, puis vous vous doutez que j'ai écrit la conclusion avant la conférence, mais également, c'est la mission de la compagnie, et donc c'est particulièrement intéressant de voir que c'est finalement des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc notre mission, c'est de fournir de l'information pertinente. Donc, on a parlé de surinformation, je dirais même plus de surdonnées, et de la donnée, on doit extraire l'information. Donc notre mission, c'est d'extraire en fait l'information et de la fournir au consommateur pour lui permettre de prendre des meilleures décisions individuellement. Mais il y a ensuite une notion de collectivité. On pense que finalement, quand les utilisateurs se regroupent et commencent à avoir une voix sur ce qui se passe, ils peuvent avoir une influence sur le marché. Et donc, on va retrouver ce que disait Camille, qui est donc sur le rapport de force commence éventuellement à s'inverser. Et puis, notre espoir, c'est qu'évidemment, avec cette mission, si on arrive à l'accomplir, ce serait de ressusciter ou tout au moins de réanimer le consentement numérique. Merci. Questions, commentaires, réactions venantes, insultes? Oui. En tout cas, ressuscité, on est connecté. Merci. Monsieur? Ah, c'est bon. C'est quoi votre site internet? Mon site internet, c'est iAgree.ai. Et vous, là, quand vous avez des termes et conditions? On est en phase bêta, donc on n'en a pas encore. Mais effectivement, c'est un sujet dont on s'amuse, et puis mais oui, on va en avoir. Et très évidemment, ils seront clairs et simples dès le départ. On ne parlera pas d'armes nucléaires. Je vais rebondir d'ailleurs là-dessus. Dans les termes et conditions de Apple, il y a une clause où tu t'engages à ne pas utiliser les produits d'Apple pour développer des armes de destruction massive. Donc on n'aura pas ce genre de clause. Et c'est intéressant parce que j'ai une manie de voir j'ai toutes les versions de Facebook depuis le début, par exemple. J'ai le premier contrat Twitter qui tenait sur une page. Et quand Twitter est devenu gros, et bien là, c'est là, en bon québécois, c'est là que ça a chiré.
Donc, j'espère que vous allez être acheté, mais dès que ça devient commercial, encore une fois, le prix des habitudes, pour reprendre le terme de Camille, malheureusement, fait la job. En fait, la fameuse clause du système nucléaire, là, Ouais. je ne la trouve pas aussi étonnante que ça, parce qu'il y a un article paru en 2000 sur la commercialisation de la PlayStation 2. Ça a été retardé, je l'ai en plus. Ça a été retardé parce qu'ils ont trouvé que ça représentait un risque de le transformer en téléguidage de missiles. Et ça ne m'étonne pas que... Je l'ai sur cet article-là. Alors, ils ont arrêté de commercialiser ça pour certains pays à risque. Alors, ça se présente, le fameux consentement numérique. Mais je ne suis pas d'accord, parce que de toute manière, c'est une activité qui est légale. Je n'ai pas le droit d'avoir des activités nucléaires dans mon sous-sol. Et ça, c'est typique des contrats qui reprennent des composantes de la loi. Et encore une fois, c'est normal qu'on ait des contrats de kilomètres de long quand on met des anneries comme ça, parce que c'est déjà interdit. Donc si c'est interdit dans une loi, pourquoi on met dans le contrat? Ne me dites pas que c'est pour des fins didactiques. Non, pas du tout, mais c'est juste pour savoir les termes utilisés juridiquement. Ça respecte quelle loi? Est-ce que c'est une loi internationale? Est-ce que c'est juste par pays? C'est-à-dire, les juristes qui élaborent les termes, ils ont une base juridique derrière, soit la base juridique des États-Unis ou l'Union européenne. Mais à part ça, les autres pays, ils savent, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont des clauses, peut-être que c'est pas interdit chez eux. C'est pour ça que... Il y a énormément de copier-coller. Ok. Énormément de copier-coller. Et je crois que les avocates se copie-collent allègrement. Faites l'exercice, là vous verrez des clauses qui apparaissent. Vous mettez une clause classique en matière de responsabilité, et surtout de non-responsabilité, vous allez la trouver sur 10 000 sites. Ok. C'est aussi peu pensé que ça. Je ne vais pas revenir trop sur la clé USB. La clé USB, elle a été utilisée à des fins d'espionnage pour infiltrer une centrale nucléaire en Iran, pour arrêter complètement les centrifugeuses par un programme parasite qui les faisait tourner à une vitesse incroyable. Ils ont réussi à mettre hors de circuit les centrifugeuses. Une clé USB pourrait avoir été infectée à sa fabrication à l'origine, à l'insu de celui qui l'a conçu et qui la commercialise. Mais pourquoi le mettre dans le contrat? Je sais. Ce qui arrive, oui, j'arrive. Ce qui arrive, c'est que le fabricant pourrait avoir justement été lié à un processus où, comme ça est arrivé à Washington, au Pentagone, il y a quelqu'un qui a acheté dans un marché en Chine une clé USB et on a découvert après que c'était l'origine qui avait permis de mettre à jour des secrets militaires au Pentagone. Donc, le fabricant n'était pas responsable, mais ce qui était derrière ça, c'est l'entreprise manufacturière en Chine qui avait été comme infiltrée pour avoir un virus qui allait servir de manière obscure à infiltrer toute organisation qui allait rentrer dans son système. Mais la clause contractuelle n'a rien changé, cette situation factuelle. Elle va exonérer le fabricant de la clé, parce que c'est pas lui qui est responsable, puis il est averti de ne pas toucher à des installations militaires ou autres. Vous avez l'air bien connaître le sujet. Écoutez, il est 5 heures. En votre temps, je vais remercier les 4 panélistes de la variété, de la pertinence. Je suis très fier de ce panel, je suis très fier de cette auguste audience aussi, d'être resté aussi jusqu'au bout. D'habitude, généralement, je fais l'état des prochaines conférences que la chaire ou le CRDP organise. J'ai reçu quelques courriels, apparemment. Vous risquez d'avoir des conférences de la chaire en septembre-octobre. Donc, merci encore une fois de votre fidélité et au plaisir de vous retrouver dans votre forum.